Salut. Donc moi je suis Céline. Moi c'est Nico. Bienvenue dans un nouvel épisode du Jedi de la formation, Jedi du formateur, pour un sujet qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup de formateurs adorent. Ouais. Le sujet va porter sur la dynamisation de son module de formation, ou comment rendre dynamique une partie de sa formation, ou une séquence, un module. Ou sa formation complète, ou ce que vous voulez dans votre formation. En tout cas, l'objectif, c'est dans sa globalité. Alors, si vous nous rejoignez, venez nous faire un petit coucou dans le chat. On aime bien savoir qui est là, on aime bien pouvoir vous voir, vous répondre. Et si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous dire replay salut, replay coucou et à venir répondre aux différentes questions qu'on va vous poser pendant tout ce live avec le replay. Ouais, l'objectif, c'est quand même de partager ensemble, d'échanger, discuter sur les techniques, les façons dont vous et nous, on met en place pour rendre dynamique ces formations. Exactement. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous débutez, donc c'est normal de ne pas avoir, mais du coup, de profiter des expériences des uns et des autres. Et inversement, peut-être que vous êtes très expérimenté et du coup, vous avez des astuces, etc. Alors, n'hésitez pas à nous les partager. Ouais. Alors, salut. Qui vient d'arriver et qui nous fait un petit coucou? C'est Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, salut. Comment ça va? On est content de te voir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un petit coucou. Ouais, depuis, je pense que c'est peut-être fini là d'ailleurs tes examens, Catherine, il faudra nous dire. Alors, tu as le titre? Roulement de tambour. Mais oui, voilà, ce que je voulais juste ajouter, c'est que vos retours sont aussi importants que ce qu'on vous donne sur une échelle de valeur. Ça a autant de valeur, donc n'hésitez pas, venez commenter, venez partager. Il n'y a aucun problème, bien au contraire, nous on est super contents quand ça se passe comme ça. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Très bien. On revient donc au sujet principal. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Je ne sais pas où ils sont les moutons. Nous, on a plutôt un chien comme mascotte et puis un petit lapin. Ouais, c'est vrai. Donc, quand on a entamé ce sujet-là pour ce live, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dynamiser son module de formation? Qu'est-ce qui nous amènerait à être obligé de faire ce truc-là? C'est quoi le pourquoi Pourquoi est-ce qu'on veut dynamiser? C'est ça en fait. C'est qu'est-ce qui nous amène à dynamiser et puis de voir fleurir partout maintenant des concepteurs de ludopédagogie. Oui. Ou des formateurs. Il y en a qui font ça, qui t'aident directement à justement mettre un peu de peps dans tes formations. Et ça, c'est un boulot qui prend une place à part entière, en fait. C'est un nouveau métier qui fleurit, qui consiste à aider ses collègues formateurs à créer des formations qui peps. Qui peps, ouais, exactement. Catherine, elle est pile poil dans le sujet en ce moment. Elle est en train de faire son rapport et elle prépare sa soutenance pour son jury qui est à la fin du mois. On croise les doigts pour toi. Ouais, il faudra nous dire, il faudra venir nous envoyer un message. Bonjour Christine. Hey, salut Christine, super, contente que tu sois là. La ludopédagogie, je suis dedans. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui provoque ce choix d'aller vers la ludopédagogie, des techniques de ce type-là? Chercher à dynamiser et tout. Pendant longtemps, et ça continue. Moi, je continue à voir sur le terrain des choses qui provoquent l'ennui du formateur et des formés. Ouais, alors quand on s'ennuie à ses propres formations, c'est grave quand même.
Où on se dit, putain, ça va être long la journée. Ouais. On se dit ça et parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'interaction, on n'a pas l'espèce de ping-pong qui existe entre le formateur et les formés ou le ping-pong qui existe entre les formés entre eux. Et c'est vrai que le but principal, moi qui suis formateur et coach à côté, etc., mon but, quand je forme, c'est vraiment que les participants, en fait, puissent utiliser ce que je leur fais découvrir sous différentes formes. Ce n'est pas forcément moi qui explique ce que je leur offre. Des fois, c'est eux qui découvrent par eux-mêmes et j'ai préparé tout le cadre qui va bien pour ça. Et du coup, ils repartent avec quelque chose qui se disent, putain, sur mon truc du moment, je suis capable de mettre en place tel truc de ma formation. Des fois, c'est des trucs aussi cons que le Rex. Je partage une expérience que j'ai vécue ou un autre apprenant partage une expérience qu'il a vécue et puis c'est ça qui fait la petite. Alors c'est quoi Rex pour ceux qui Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mot, j'utilise un acronyme Rex, c'est retour d'expérience. Okay. Donc le R pour retour et X pour expérience. Ouais, sinon ça fait c'était bizarre. On fait un re. On fait un ro. Oui, c'est ça, ça fait un peu ça. Donc, du coup, un Rex, c'est un retour d'expérience. Ou si vous êtes parisien, le grand Rex, vous auriez pu penser que c'était le grand Rex, mais c'est pas le cas. C'est pas la même chose. Et donc, ça m'arrive moi aussi de me former et mon but principal quand je vais en formation, c'est pas que le formateur fasse une belle formation, une magnifique formation, etc. Moi, je m'en fous en fait qu'il fasse une bonne formation ou une belle formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les éléments que je vais tirer de sa formation vont m'aider moi au quotidien. C'est purement égoïste. Et la plupart des formés. Ouais, non, mais c'est pas un reproche. Hein. C'est normal, c'est logique. En plus, moi, je paye mes formations. Je n'utilise pas les subventions, je n'utilise pas les OPCO, je n'utilise pas le CPF, je n'utilise pas Calliope, parce que je fais des formations à l'étranger. Puis même en France, j'ai pris l'habitude de payer mes formations. Du coup, je cherche un retour sur investissement. Et donc, c'est important que ça m'apporte, moi, de la valeur à moi, en fait. Puis c'est vrai que quand on a une formation qui se passe mal, alors on le sent, en tant que, pas forcément en tant que formateur, mais en tant qu'être humain, on sent que c'est un petit peu lourd, on sent que c'est mou, on sent que c'est chiant et on sent que ça va pas. Et du coup, ce que ça va créer chez nous, on va ressentir clairement, nous, là, du coup, dans notre rôle de formateur, on va ressentir un manque de motivation, on va avoir du mal après la pause à retourner bosser, à retourner devant le groupe, à reprendre sa place. Et on va avoir aussi un manque d'entrain, un manque de cadence. Vous voyez, ça va être un peu plus mou du genou. On va pas se sentir porté comme on peut l'être quand on a une formation top. Quand on a une formation qui est punch et que le groupe nous galvanise. Clairement, là, c'est pas le cas. Et du coup, c'est la galère. Que, franchement, c'est pas motivant et ça joue sur le moral des troupes, quoi. Ouais, tout à fait. Et même, ça joue tellement sur le moral des troupes qu'on se retrouve un peu dans un état de passéiste, c'est-à-dire qu'on est en espèce d'attente, là, on est assis sur sa chaise, un peu affalé comme ça, là, et on attend tranquillement, même je suis sûr que certains font un peu comme la blague sur les fonctionnaires, là, le seul truc qu'on peut pas voler chez les fonctionnaires, c'est l'horloge, parce que tout le monde regarde l'horloge, là, ça fait un peu ce cas-là, en fait, les gens attendent l'heure, en se disant, mais purée, vivement que ça se termine. Il n'y a pas de rythme, je m'ennuie à mourir. Et puis le temps, il passe super lentement. Et du coup, je m'investis pas dans la formation. Et puis, il y a aussi un truc, alors ça peut paraître bête, mais quand on conçoit notre formation, on prévoit souvent un peu de temps pour les questions à la fin. Et si c'est une formation où tout le monde s'ennuie, clairement, les questions à la fin, elles vous passent là, quoi. Il n'y en aura pas. Les gens auront dormi la moitié de la séquence, se seront réveillés de temps en temps pour faire un acte de présence. Et quand on arrive au moment, alors maintenant, place aux questions.
Et là, c'est... C'est un grand moment de solitude. Et du coup, on se retrouve à un quart d'heure où on fait de la garderie, quoi. C'est souvent, on rame, même d'ailleurs, hein, on rame pour ne serait-ce que d'en avoir un qui nous pose une question, même une question toute simple, où on a juste besoin de répondre oui ou non. Et là, c'est compliqué, en fait. Ouais, c'est hyper compliqué. Et pour nous, en fait, c'est même pire. Ouais, tout à fait, Catherine. Et en fait, on appelle ça l'effet de résonance. C'est-à-dire que si les apprenants, en fait, sont passés, s'ils ne posent pas de questions, s'il faut que nous, on rame pour amener de l'engagement, pour que les gens fassent les exercices, etc., bah, eux aussi, ils sont en train de nous pomper de la motivation. Et du coup, on n'a plus envie, on a notre motivation qui baisse, notre envie d'aller apporter des trucs, des expériences, des machins. Le seul truc qu'on cherche, c'est finir le programme. Et puis, basta, quoi. Puis rentrer à la maison, boire son mojito, quoi. Ouais, voire deux, dans certains cas, tellement que ça a été catastrophique pour la journée, quoi. Et inversement, c'est pareil. Hein, si nous, on ne met pas d'énergie dans notre et de dynamisme dans la formation, ben, les stagiaires vont avoir ce même effet-là. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les deux sens. Du coup, les stagiaires vont avoir peu d'énergie, peu de motivation. Et on va se retrouver avec des stagiaires qui, au final, vont avoir passé une journée exécrable. Une formation, longue. En tout cas, longue. Quand on vous dit la journée a été longue, c'est que ça n'a pas été forcément... C'est pas bon. Donc là, on vous a partagé plein de symptômes. Peut-être que vous en avez d'autres, là, des formations où, justement, c'est pas dynamique, c'est démotivant, on souffle un peu, c'est un peu lourd. Est-ce que vous voyez d'autres symptômes ou est-ce que vous vous reconnaissez les symptômes qu'on a décrits là? Et pour certaines, peut-être pour vos formations. Peut-être, Catherine, ou quand tu as été faire en stage. Ou des formations que vous avez suivies, vous, en tant que formateur, en tant qu'apprenant, là, du coup. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment-là? Venez nous dire en commentaire, donc pareil. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à venir commenter. On répond à tous les commentaires. Donc, venez nous dire si vous reconnaissez un de ces symptômes. Donc, la démotivation, l'ennui, la journée qui paraît longue, qui paraît beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle est. Et quand on a le sentiment qu'il y a des heures qui ont été rajoutées aux 24 heures, les moments de solitude, moi j'appelle ça comme ça, des moments où on pose des questions et on n'a pas de retour. Ou quand arrive la fin de la journée ou de la séquence, peu importe, où vous demandez s'il n'y a pas de questions et qu'on vous répond, bah non, tout était tellement clair qu'on n'a plus de questions. Des fois, ça arrive. Des fois, oui, on est un peu étonné. On se dit, on a été aussi clair que ça. Pourtant, d'habitude, dans certaines sessions, on a plus de questions que ça. Mais voilà, des fois, ça peut aussi être un signe d'ennui et vas-y, lâche-nous, qu'on rentre chez nous. On ne veut pas continuer à aller plus loin, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et là, pour le coup, on se retrouve un peu dans l'ennui. Donc, on peut se poser la question, pour les uns et les autres, pour qui ça arrive, vous sentez, vous voyez, vous, parce qu'on le voit aussi en tant que formateur, on le ressent tout de suite. Donc, est-ce que c'est des choses qui arrivent de façon épisodique? Ok. Alors, Catherine, elle utilise le questionnement perpétuel. Donc, c'est-à-dire que régulièrement, tu demandes à tes participants où est-ce qu'ils en sont, comment ils se sentent, comment ils vont. Est-ce que ça va assez vite? Pour réajuster peut-être la cadence, le rythme ou l'activité. Des fois, ça arrive aussi. On était parti sur une activité, on se rend compte que ça va pas coller, que c'est pas le bon moment. Et il faut réajuster 1 minute avant. Oui, tout à fait. Ça peut arriver. Ça fait partie des activités en animation. Après, c'est vrai que quand on est en e-learning, c'est un peu plus compliqué. Alors, Catherine nous dit les formations sont basées sur la méthode du questionnement. Ok. Alors, très bien. Ça aussi, ça peut être
intéressant de pouvoir questionner régulièrement. Du coup, est-ce que ça arrive épisodiquement, parfois, fréquemment, tout le temps, qu'on a ces éléments-là de manque ou de symptômes? Et moi, en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est que si ça arrive, la première cause, en tout cas celle qu'on a identifiée la plupart du temps, et celle que je vois de façon extrêmement fréquente, c'est que toute la formation est centrée uniquement sur les savoirs. C'est-à-dire que notre but, c'est de donner de l'information. C'est ce que j'appelle les formations d'information. Du coup, c'est plus vraiment des formations, c'est de l'information. Et j'ai plein de clients qui me demandent ce type de formation pour plein de raisons, en plein de causes. Mais en tout cas, pas dont l'objectif, c'est pas de former, c'est de répondre aux autres causes, aux contraintes. Donc, quand on est en entreprise, par exemple, on forme en entreprise, souvent, on va avoir la contrainte qui est mais les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut que ce soit synthétique, il faut que ce soit rapide, etc. Il faut qu'il y ait toutes les informations, qu'on passe à côté de rien, qu'on voit tous les sujets. Et donc, du coup, on se retrouve avec essentiellement avec de l'informatif, en fait. C'est non, mais vous n'avez pas le temps de faire des exercices, en fait. Il faut juste qu'ils aient l'info, en fait. Eux, ils déploieront dans leur environnement, leur contexte. Et comme je fais l'accompagnement à côté, c'est là où on voit, en fait, que la contrainte, là, alors souvent, moi, je dis non aussi quand même. Je dis non, je ne vais pas former dans ces conditions. Prenez un prestataire extérieur, je vais me concentrer sur le coaching. Et en fait, les gens, ils disent, mais en formation, c'était super, hein, j'ai eu plein d'infos, hein, j'ai eu un super catalogue. Et puis, tu leur poses juste une question, hein, c'était la semaine dernière, tu retiens quoi du contenu? C'est quoi l'élément clé que tu as retenu? Et là, tu as un grand blanc pendant 5 minutes, là, et ils se disent, merde, c'est vrai, je me... Attends, il faut que je relise mes notes. Il faut que je relise mes notes, il y avait un support, il faut que je le revoie. Les slides. Ouais, mais du coup, si tu te souviens déjà plus au bout d'une semaine le contenu de la formation qui t'a été donnée, comment on va la transformer en quelque chose d'opérable dans ton contexte de travail, en fait. Ouais, c'est clair. Ça va être compliqué. Du coup, il va falloir retravailler ce sujet-là. Et puis le souci, quand on anime ce genre de formation, c'est que des formations d'information, comme tu dis, c'est qu'il n'y a aucun rythme. Clairement, c'est vous êtes là, vous avez un PowerPoint, vous défilez les slides, de temps en temps, vous mettez une petite vidéo histoire de wouhou. Et une ou deux questions quand même de temps en temps. C'est ça. Pour vous assurer que les gens suivent, ne sont pas trop endormis au fin fond de la salle. Et vous êtes le seul acteur. Vous êtes devant tout le monde et vous débitez comme ça les informations et les gens sont là et doivent ouvrir leur cerveau pour accumuler tout ce que vous donnez. Et tout ça au même rythme. Et c'est ça le problème, c'est que le cerveau, en fait, il n'est pas fait pour accumuler comme ça. Ouais. Tout à fait. Et humainement, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tiens, on fera un sujet sur l'usage des neurosciences, puisque ça nous apporte plein de trucs, en fait. Et du coup, oui, pas de flow, pas de rythme. Il n'y a pas de challenge, c'est pas challengeant pour le former, parce qu'il est là, il est assis, il écoute, il n'y a rien de foufou dans sa vie, quoi. Non, clairement, il y aura toujours le premier de la classe qui sera devant et qui prendra des notes et qui sera bien content parce qu'il a plein de notes. Mais ce sera 1 sur 8 personnes, quoi. Et les 7 autres, elles vont... Ou 12, ou 50, si vous faites des grands groupes. Et le reste derrière va clairement oublier cette journée. Ça va lui passer derrière. Ils vont avoir tamponné le truc obligatoire, là, par c'est exemple. Ça. C'est mon manager, ma RH qui m'a envoyé. Du coup, je me retrouve à une formation où il n'y a pas de rythme. Pas de rythme. Pas de challenge. Et quand on dit pas de rythme, en fait, il faut qu'il y ait... c'est des changements de rythme qui sont extrêmement importants. Parce qu'on peut amener du contenu très rapidement, blablabla, c'est super rapide. Mais sauf que comme c'est toujours le même rythme, en fait, le cerveau, il s'habitue. On s'habitue. Et du coup, en fait, c'est comme si on avait été lentement, en fait. C'est pareil, même technique. Le tout, c'est de pouvoir être capable de moduler son rythme en fonction des activités. C'est pour ça que souvent, on dit un peu de contenu, des questions réflexives, parce que chaque type d'activité qu'on va mener, donc soit le contenu, le savoir, soit l'exercice, soit
soit le questionnement amène un rythme différent. Et donc, plus on mixte ces éléments-là, plus le rythme, en fait, évolue dans le temps. Alors, si on répète à chaque fois la même séquence, au bout d'un moment, en fait, on s'habitue aussi. C'est ça, on s'habitue. Et du coup, ça a le même effet que la télé en bruit de fond à la maison. Vous savez, quand vous avez la télé en bruit de fond, on ne fait pas forcément attention, c'est qu'elle est là, on sait qu'elle fonctionne. Il y a peut-être des trucs intéressants, mais on fait autre chose. On fait autre chose. Et là, on le voit en classe virtuelle, typiquement, ou en e-learning. Alors là, le e-learning, je pense que c'est le pire. Le taux d'échec est extrêmement important, taux d'abandon même. 85 à 90% de taux d'abandon. Donc, c'est-à-dire les gens ne vont pas jusqu'au bout de la formation. Et c'est dramatique pour eux. Et puis derrière, c'est compliqué parce que ça démotive. Les gens sont démotivés parce que c'est toujours le même rythme. Hein, le e-learning, c'est toujours le même rythme. Oui. Alors, même si on change des activités, alors il y a une question de rythme et pour le e-learning, il y a aussi une question qu'il n'y a pas de groupe. Je pense que l'échec cuisant des formations e-learning, si on peut appeler ça comme ça, c'est le fait que, effectivement, les activités, on les fait à son rythme et des fois, on ne se challenge pas forcément quand on est tout seul chez soi. Hein, on n'est pas aujourd'hui, je me fais 3 modules. Ouais, c'est trop bien. Souvent, on a... Ah mince, il faut que je fasse ces 3 modules-là. Voilà, on a des challenges plus importants que ça dans nos vies, du moins j'espère. Et il y a le fait aussi qu'on est tout seul. Et le fait d'être tout seul, en fait, ça nous empêche d'avoir cet effet communauté, cet esprit groupe, cet effet de travail de groupe. Et du coup, cette motivation. Donc, moi, le conseil que je peux donner, si jamais vous faites ou vous souhaitez créer des formations en e-learning, c'est de prévoir à côté de la formation, de prévoir de créer une communauté dédiée à la formation. Donc, dans votre communauté, alors vous pouvez la faire sur Facebook, vous pouvez la faire sur Discord, sur Slack, vraiment sur n'importe quel outil. Sur WhatsApp, j'en ai vu, moi, des communautés apprenantes sur WhatsApp. Ouais, ça marche. Et vraiment, l'objectif, c'est pas juste de se dire « Ah bah, ça y est, j'ai créé ma formation e-learning, j'ai créé une communauté, ils se débrouillent, et puis moi, j'attends que ça se passe tranquillement, je crée une nouvelle formation, je fais autre chose. » Non, c'est plus compliqué que ça. Cette communauté, il va falloir venir l'animer. Donc, c'est vous, en tant que formateur, qui allez devoir venir poser des questions de temps en temps, vous allez devoir peut-être proposer des challenges. Tiens, vous êtes censé être arrivé à tel module, tel exercice. Votre challenge, ça va être de terminer l'exercice, je ne sais pas moi, avant vendredi 16h et de venir noter vos résultats avant 17h ou un truc comme ça. Vraiment, essayer de créer un effet de groupe qu'on n'a pas en e-learning par défaut, en fait, de par la modalité de formation. C'est ça. Qui n'existe pas. Du coup, il faut la créer. Parce qu'on a besoin de ce lien social, même s'il est plus faible, pour pouvoir nous entretenir. Et généralement, en faisant ça, on gagne... on descend à un taux d'abandon que de 50%. Et c'est déjà pas mal. Hein. On passe de 85 à 50. Ouais, c'est énorme. Et vous, en tant que formateur, ça vous demande un investissement, mais c'est pas foufou, quoi. Hein. C'est pas 35 heures par semaine. Vous allez poser des questions, vous allez répondre aux interrogations aussi. Hein. Il se peut qu'il y ait certains modules qui soient plus compliqués et qui demandent peut-être un petit peu plus d'explications. Donc, dans ces cas-là, justement, utiliser la communauté pour ça. Laisser les gens se répondre et puis venir apporter des compléments aux besoins. Et en plus de ça, vous pouvez aussi proposer, alors nous, c'est ce qu'on aime bien faire, donc on crée notre formation e-learning, on crée notre communauté et à côté de ça, on propose un tutorat. Donc, un tutorat ou un coaching individuel, c'est à vous de voir comment vous voulez l'appeler.
Mais pendant ce moment individuel avec la personne, parfois en groupe aussi, des fois. Oui, parfois on peut aussi faire en groupe, mais on voit où les gens en sont, comment ils ont perçu les nouveaux apprentissages, comment ils l'utilisent et comment est-ce qu'on peut les aider à aller encore plus loin. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie valeur ajoutée à la formation, parce que on n'est plus tout seul devant notre écran à faire défiler les modules, les séquences, et puis à faire des exercices en cliquant sur la souris. Mais on se retrouve avec des gens, avec une communauté où on échange, où on partage, où on pose nos interrogations, où on a des retours. Et c'est quand même vachement plus engageant. Que d'être tout seul. Que d'être tout seul dans son coin, devant son ordinateur. C'est vrai que économiquement parlant, le e-learning est quelque chose d'extrêmement intéressant. Quand je fais formateur entrepreneur, c'est super pratique parce que j'anime une fois, je m'enregistre, je mets sur la plateforme, je fais les petits exercices et après, une fois que ça c'est fait, la livraison est automatique. C'est-à-dire qu'à chaque vente, la livraison elle est faite. Par contre, je sais que j'ai en tant que formateur, là, pour le coup, dans ma valeur de formateur, j'ai un petit manque parce qu'au final, les gens, ils finissent pas mes formations. Même si elles sont bien, hein, même si j'apporte plein de trucs. Ils finissent pas les formations. En plus de ça, j'ai du mal à avoir des retours aussi. Et c'est important. C'est important d'avoir des retours sur ces formations. Exactement. D'ailleurs, on peut compléter par de la classe virtuelle, par exemple. Et là, en classe virtuelle, ce qui est important, c'est les échanges ou les interactions qui existent entre le formateur et les stagiaires, en fait, et les stagiaires entre eux. Donc là, on parle de deux modalités de formation différentes. Elles sont toutes les deux à distance et pour autant... Elles se font toutes les deux avec un ordinateur. Elles se font toutes les deux avec un ordinateur, devant l'écran, etc. Mais au final, on a vraiment une différence entre les deux qui s'effectue. Parce qu'il y en a un où on est synchrone, là, on est ensemble avec les différents participants, on les voit, on discute, on échange. C'est comme si on était en salle. Et donc, il est quand même nécessaire d'avoir cette interaction. Alors, pour les classes virtuelles, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer des binômes d'apprentissage. Donc ça marche si vous avez un groupe en nombre pair et si c'est un pair, vous faites un trinôme. Voilà, faut bien trouver des systèmes D. Et du coup, en fait, votre binôme d'apprentissage, donc vous mettez des gens en début de formation ensemble. Et leur rôle, en fait, ça va être en dehors des temps où vous êtes présent, où vous donnez des activités, ou vous animez. Donc, en dehors de ces temps-là, de rester en contact et de pouvoir s'auto-motiver, se motiver l'un l'autre, échanger sur des questions, des informations. Et parfois, même sur des parcours différents. Justement, en fait, la différence, ça va amener encore plus de connaissances. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai que l'effet binôme, ça marche bien. Ouais, tout à fait. On a vu, on voit les effets tout de suite. En fait. Et donc, pour terminer, donc sur la troisième modalité pédagogique, sur le présentiel, donc pour dynamiser vos formations, moi ce que je conseille, c'est d'utiliser des activités ludiques. Mais comme disait Catherine, on utilisait la pédagogie. La ludopédagogie. Alors, ce qu'il faut savoir, et là où je veux attirer votre attention, c'est que les jeux en formation, donc c'est très bien d'en mettre, il n'y a pas de souci. Au contraire. Mais souvent, moi, ce que je vois, c'est que les jeux, ils sont utilisés toujours au même moment. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, vous avez votre formation, donc vous arrivez, vous délivrez votre contenu, et c'est au moment où on passe aux exercices que là, on va mettre des jeux. Alors que on peut très bien mettre des jeux pédagogiques un petit peu plus tôt. Par exemple, en amenant le contenu
on peut mettre un jeu pédagogique à ce moment-là. Oui. C'est pas uniquement quand on met en pratique qu'on fait son jeu. Et pour ça, il y a les jeux cadres Tiagui qui sont très bien faits, qui vous permettent d'amener des jeux pédagogiques en délivrant du contenu, 2 en 1. Et du coup, vous cassez aussi votre rythme. C'est pas, tiens, on vient, on donne de l'info, on fait un jeu. On donne de l'info, on fait un jeu. On donne de l'info, on fait un jeu. Au bout d'un moment, c'est pareil, c'est toujours la même cadence, ouais. Et là, de venir contrecarrer ça et faire un jeu d'entrée, et puis après, pourquoi pas faire un deuxième jeu derrière, il n'y a pas de limite. Ça vient vraiment casser le rythme et donner un nouvel engagement. Alors donc on a un autre livre, notre livre des jeux cadres Tiagui, à vous proposer. Hop, on vous met le lien en commentaire, donc sur Amazon. Pour ceux qui veulent aller creuser un peu comment ça marche, les jeux cadres, c'est vraiment une activité qui se met tout au long de la formation. Ouais. Et là, du coup, d'aller piocher un peu dans les exemples qui peuvent être mis en action. Donc, c'est Bruno Hurst, l'auteur et traducteur du créateur des jeux Tiagui, qui est Siva Salaim Thiagarajan, à vos souhaits, qui est un Indien qui vit aux États-Unis, un hindou qui vit aux États-Unis, et sa passion, c'est les jeux utilisés en formation et la façon de former différente de ce qu'on pourrait avoir comme habitude. Puis lui, il a un petit rituel, c'est qu'il s'est donné un challenge de vie, c'est de créer un jeu par jour. Ouais, c'est ça. Et il tient toujours, apparemment, ce challenge. Ouais. Et c'est comme ça que ces livres sont apparus, en fait. Juste un petit détail donc, sur le lien qu'on vous a partagé. Donc, c'est un lien affilié Amazon. Donc, en fait, en passant par ce lien, pour être simple, on va toucher une petite commission. Donc, voilà, juste... Ça ne change rien pour vous. Ça change rien, prix. Ouais. C'est juste que nous, on touche une petite commission. Voilà. Donc, pour soutenir notre activité. C'est ça. On s'est mis au lien affilié Amazon. Alors, venez nous dire justement en commentaire laquelle des astuces vous allez mettre en place. Donc, laquelle vous parle le plus, laquelle vous donne le plus envie. Est-ce que c'est de mettre en place une communauté d'aide d'apprenants? Est-ce que c'est d'utiliser des jeux, mais peut-être pas toujours au même endroit et peut-être de varier les plaisirs, justement? Oui, tout à fait. Ou est-ce que ça va être de créer des groupes, des binômes, des trinômes dans vos groupes de formation? Donc, venez nous dire 1, 2 ou 3. Ou vous pouvez, si... Catherine utilise les 3. Super. Très bien, bravo. Super. Bravo. Et sachant qu'il s'applique, pour beaucoup, s'applique sur les différentes modalités. C'est-à-dire que là, on a donné pour chacune des modalités au moins un exemple de moyen de dynamiser. Et sachez que la communauté marche aussi avec un groupe en présentiel, en salle, et ça marche aussi en classe virtuelle. Ouais, tout à fait. Les groupes, les binômes, ça marche aussi en présentiel et puis en e-learning, suivant la façon dont on amène. Alors souvent, le groupe et le binôme est fait avec la communauté d'apprenants au départ. C'est-à-dire qu'il y a une communauté pour pouvoir introduire la notion de binôme, en fait. Et le dernier point qu'on voulait aborder, c'est que souvent le mot ludo ou la ludopédagogie peut avoir un aspect un peu compliqué, un peu difficile. Et souvent aussi, le formateur a du mal à s'y mettre. Parce qu'il a un ensemble de croyances, de peurs, de représentation de ce qu'est un formateur. Mais, avec plaisir, Christine, de casser à différents moments. Et souvent, en fait, la mise en place ou la modification de la façon dont on forme, le premier frein, c'est le formateur. C'est le formateur. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Mais le premier problème, c'est toi. C'est ça. Et souvent, ça peut être lié aux croyances que l'on a, de comment on doit former, en fait.
ou la peur la peur du retour que vont nous faire nos apprenants par rapport à quelque chose qui est différent. C'est vrai, moi, quand j'ai commencé à introduire des techniques de training from the back of the room, dans mes formations, en fait, les apprenants qui n'étaient pas habitués, qui étaient habitués qu'à des slides sans arrêt, en fait, ils se sont sentis un peu perdus au début. Et puis après, pour eux, ça a été beaucoup plus agréable. Et donc, la peur, en fait, en elle-même, s'est estompée parce que j'ai fait des essais sur des portions de formation et j'ai vu le résultat et du coup, j'en ai changé d'autres. C'est pas tout changer d'un coup, hein, ça c'est sûr, mais c'est difficile. Mais en tout cas, d'essayer des techniques et puis de regarder les effets que ça a sur soi et sur les formes. Et puis tout à l'heure, on parlait des questionnements. Le questionnement est aussi important et c'est un moyen d'avoir. Je vais reprendre peut-être le commentaire de. Ici. Voilà. Et le questionnement est extrêmement important tout au long de la formation, mais là aussi à la fin. Parce qu'on peut avoir des perceptions différentes de nos apprenants. Je ne sais pas si tu as déjà eu le cas où tu te dis c'était génial, j'ai jamais fait une aussi bonne formation, j'ai eu l'impression que c'était super, les stagiaires sont repartis super contents, et en fait on regarde les feuilles d'évaluation et là comment ça, j'ai eu 2 sur 5, c'est quoi ce bordel? Et il manque un truc. Ils se sont trompés. Et en fait, dans l'évaluation de fin de formation, là, pour avoir un feedback de vos apprenants sur comment ils ont vécu l'expérience de votre formation, demandez-leur quel a été le moment qu'ils ont apprécié, c'était quoi qui a fait pour eux le moment fort pour eux dans la formation. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du résultat. Ouais. Alors là où pareil, j'attire votre attention. Donc ça, moi, j'ai toujours connu comme ça en fait les formations où à la fin on a le questionnement de satisfaction. Et voilà. Et je les ai toujours lus, j'ai toujours prêté une grande attention à ça. Et en fait, sur des formations, donc ce que je retrouvais souvent. Sur quel a été votre meilleur moment, les réponses étaient les travails de groupe. Ça a été quand moi je suis venue et j'ai présenté une partie de la formation à la place du formateur ou des choses comme ça. Et en fait, là où on se dit... La pause aussi, hein. Les gens, ils adorent la pause. là où on se dit, on prépare des super slides, on va sur Geniali pour faire des trucs super animés. On va sur Canva, on utilise PowerPoint pour les autres versions. On met tellement d'efforts là-dedans. On met tellement d'efforts, on travaille tellement dur pour que ce soit joli, pour que ce soit lisible, pour que ce soit punch et tout. Et au final, on se rend compte que tous ces efforts-là, il n'y a personne qui les a cités. Il n'y a personne qui va vous dire mon moment préféré dans la formation, c'était la présentation. C'était les jolies couleurs dans ton PowerPoint ou le fait qu'il y a une belle animation, la vidéo 12. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fait de mettre en action, et c'est vraiment pour le stagiaire, le fait d'être présent et d'être acteur de sa formation. Et c'est là où nous, en tant que formateurs, il faut qu'on mette un peu notre ego de côté en se disant c'est pas parce qu'on fait une belle présentation que c'est une bonne formation. Non, c'est une bonne présentation. C'est une bonne présentation, voilà, c'est une bonne information, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'était la petite parenthèse que je voulais ajouter. On arrive au bout, c'est déjà l'heure. Ouais. Christine aussi doit nous quitter, mais on arrive à la fin, Christine, il n'y a pas de souci. Aucun support de présentation, juste le début et la fin. Ouais, moi je suis arrivée là. J'en fais, mais je fais pas de slides. Du moins, je fais des slides quand on me le demande à distance, c'est plus pratique. Mais sinon, en présentiel, je ne fais que des panneaux avec le sketchnoting là, ou les techniques de dessin, etc., pour apporter
un petit aspect visuel sympa. Et puis surtout, la plupart du temps, c'est que des activités à mener en fait. C'est-à-dire que le panneau contient et l'information et la façon de l'utiliser et la mise en pratique. C'est ce que j'allais te dire. Moi, en classe virtuelle, j'aime bien utiliser des supports visuels, mais où je mets, par exemple, l'intitulé de l'exercice à mener ou de l'exercice à faire ou la question que j'ai posée. Et c'est uniquement ça, en fait, hein, pour avoir un rappel visuel au-delà de ce que moi, j'ai pu dire. Voilà. Donc, on arrive tout doucement à la fin du live. On vous remercie pour votre présence. Donc, si vous nous regardez en replay, hein, surtout, n'hésitez pas, venez nous répondre aux questions qu'on a posées. Répondre à nos différentes questions. On vous souhaite une belle semaine. On se donne rendez-vous jeudi prochain donc pour un live sur... le thème portera sur le e-learning et on essaiera de faire un focus sur la partie vidéo pédagogique. Ah, cool. Super. Ouais, parce que c'est aussi un élément important, c'est que beaucoup, on a de plus en plus de formations qui mixent les modalités pédagogiques. Et donc, du coup, la vidéo fait partie aussi de cette partie-là. Et donc, du coup, comment... voilà, je voulais intégrer sur cette partie-là, discuter de la vidéo, des techniques qui peuvent être utilisées, les scénarios, etc. etc. Et donc, venir discuter sur la vidéo pédagogique et comment on la conçoit, comment on peut la mettre en œuvre. Voilà. À jeudi prochain. À jeudi prochain dans le live des Jedi de la formation. Bye. Ciao.